Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et bienvenue. On rappelle que nous émettons de Libreville, la capitale du Gabon. Pour ce numéro d'Actu 7, nous sommes en compagnie de Josué Blaise Mbanga Kak, qui est journaliste et secrétaire général de l'UJPLA. Bonjour. Oui, bonjour, mon cher confrère Aziz, comment ça va? Et je profite de la même occasion pour présenter les vœux à mon frère et ami Martin Arsila, par ailleurs le promoteur de la chaîne, ainsi qu'à toute son équipe, comme on est en fin janvier, et saluer aussi tous les journalistes de l'UJPLA qui nous écoutent à travers le continent et au-delà des frontières du continent. Merci encore. Je vous en prie, Georges Wenceslas Sembiaboké, directeur général de la Belle Télévision, journaliste. Bonjour, bonjour Aziz, bonjour à tous et bon dimanche. Alors nous allons démarrer par le fait de la semaine qui est bien entendu la situation en République centrafricaine avec cette médiation des pays des Grands Lacs pour tenter d'infléchir la position des rebelles qui ont pour objectif affiché de marcher sur Bangui, la capitale. Revenir sur le sujet, Georges Aboké, la République centrafricaine est en difficulté et après les pays de la CEAC, il y a ceux des Grands Lacs qui également donnent de la voix pour tenter de ramener la sérénité dans le pays. Alors je le disais tantôt, il y a je crois 2 semaines, la situation en République centrafricaine est une situation qui interpelle, je crois, l'ensemble de l'Afrique, à commencer par ceux de l'Afrique centrale, ensuite ceux qu'il y a autour, notamment les pays de la zone des Grands Lacs, et puis toute l'Afrique, le monde entier carrément, c'est-à-dire l'ONU. La situation qui prévaut en République centrafricaine n'est pas normale, c'est-à-dire on ne peut pas concevoir que ce pays ait traversé des crises et des guerres, ait envie de sortir de cette tourmente et qu'il y ait quelques rebelles qui s'activent à tirer les choses dans le sens inverse et à faire en sorte que eh bien, la situation compliquée qui prévaut perdure. Et c'est normal. Oui, Josué Blaise Mbanga Kak, un mot sur la situation en République centrafricaine? Oui, justement, à la suite de mon très brillant et distingué confrère Georges Aboké, je vais peut-être aller un peu au-delà de la dimension exclusivement de la superficie et du visible. En réalité, le problème en Afrique et dans tous les conflits, le tout n'est pas de faire de Khartoum 1, Khartoum 2, etc. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est d'identifier en réalité avec qui on discute en Centrafrique. Ce n'est plus le problème du médiateur et des sujets abordés. Parce que lorsqu'on regarde de très bien, de très près aussi, le problème centrafricain, on se rend compte que les bandes armées, je pèse bien mon mot, bandes armées, c'est-à-dire, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est des gens qui sont dénués de tout fondement idéologique et programmatique, qui ont juste pris la calage pour régler un certain nombre de revenus et d'impôts de guerre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas en les amenant autour de plusieurs tables dans plusieurs capitales africaines qu'on aura l'occasion de régler un problème qui n'est pas le leur. En fait, c'est des bandits et des voyous qui ont pris des armes pour se faire une cagnotte et faire un peu vivre une sorte de cartel. Mais des bandits et des voyous qui sont soutenus par certains acteurs politiques. Absolument, parce qu'en réalité, lorsque vous regardez depuis les années 50, 60 ou même un peu plus en avant, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle en guillemets, en griffes, les rébellions sur le continent, vous aviez toujours eu la branche politique, la branche militaire et qui posait clairement des problèmes avec un agenda politique, programmatique et des revendications claires. Or, pour ces cas-là en Centrafrique, on se rend compte qu'en réalité, on a affaire à des gens essentiellement faits des voyous. Donc, forcément,
quel que soit le nombre de réunions que vous ferez avec eux, ça n'aboutira à rien du tout. C'est ça le vrai problème. Vous avez vu même après Khartoum, on a eu pour certains qui se sont retrouvés à des postes ministériels qu'ils n'ont jamais occupés à Bangui, parce qu'ils passent le temps à appuyer le sous-sol et avoir un certain nombre de maîtres qui se trouvent à l'extérieur du pays, et avec quelques politiques qui ont des agendas cachés, mais dont les bandits qui ont pris les armes eux-mêmes ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissements de ce pourquoi ils ont pris les Kalachnikov. Alors, Josué Blaise, échanger de médiateurs. Josué Blaise Mbangakak, nous allons regarder le sujet avant de faire un résumé et passer à l'autre qui concerne la République démocratique du Congo. Il s'agit du sujet bien sûr consacré à la situation en République centrafricaine et à la médiation des pays des Grands Lacs. Les pays africains de la région des Grands Lacs ont appelé à un cessez-le-feu unilatéral et immédiat en République centrafricaine. Les forces rebelles ont été directement interpellées pour que prime le dialogue. Les forces internationales présentes en République centrafricaine et les FACA font face depuis quelques semaines, il faut-il le rappeler, aux assauts répétés de plusieurs groupes armés regroupés au sein de la coalition dite des Patriotes pour le changement. Une coalition qui a pour objectif annoncé de marcher sur Bangui. Ce mini-sommet a regroupé entre autres les chefs d'État du Congo Denis Sassou Nguesso et du Rwanda Paul Kagame, soulignant que les groupes armés font face à une puissance de feu animée par 12 000 casques bleus de la force de maintien de la paix de la mission de l'ONU en RCA, y compris des militaires rwandais et russes. Bangui plaide toujours pour la levée de l'embargo sur les armes qui empêchent de s'équiper. Les hostilités se sont accélérées depuis la confirmation du résultat de l'élection présidentielle, déclarant vainqueur dès le premier tour l'actuel président Faustin Archange Touadéra. Georges Aboké, la solution pourrait-elle venir des pays des Grands Lacs, parmi lesquels l'Angola, un pays qui a l'expérience de la guerre avec les rébellions? La solution va certainement venir d'une forte et grande coalition au niveau des pays africains, je pense, avec l'appui des casques bleus. Il faut que l'on définisse clairement les missions de ces forces armées qui se retrouvent en République centrafricaine. On parle pour certaines de forces d'interposition, alors que les choses sont clairement affichées au niveau des bandes et des groupes armés. Ils ont décidé de ne pas utiliser la voie politique pour atteindre le pouvoir. Ils ont décidé donc d'utiliser la force. Et comme le disait tout à l'heure notre confrère Josué Blaise, eh bien, faut-il s'asseoir à une table pour discuter, pour négocier avec ces rebelles? Peut-être que ça va être le cas, mais quand les choses seront plus claires, quand les forces qui se sont coalisées et qui sont en train de le faire en République centrafricaine vont décider de contrecarrer les plans de ces groupes et de ces bonnes armées, parce que la récréation, comme on dit, a un peu trop duré. Ce pays a besoin de paix, il a besoin d'aller à plus de sérénité pour enclencher son développement. Malheureusement, eh bien, il y a ces bonnes armées, et avec ces bonnes armées, ce sont des accords qui sont signés et qui ne sont pas respectés. Maintenant, bon, il faut entrevoir d'autres solutions, des solutions certainement plus fortes, et avec l'appui de toute la communauté d'Afrique centrale, des Grands Lacs, d'Afrique tout court, et l'appui de l'ONU. C'est ce défi-là que les bandes armées lancent à toute cette communauté, et c'est un défi qui mérite d'être relevé dans les meilleurs délais. Josué Blaise Mbangakak, pour relever ce défi, on a vu pour ce mini-sommet les chefs d'État tchadiens, Idriss Déby, angolais Joao Lourenço et congolais Denis Sassou Nguesso. Ce sont, pensez-vous, les pays qui pourraient véritablement peser et faire bouger les lignes, notamment en neutralisant ces bandes armées? Josué Blaise Mbangakak, on a peut-être
un souci de liaison téléphonique. On va vous reprendre dans un moment. Georges Aboké, on peut espérer, vu la forte présence de personnalités imposantes, en parlant de personnalités imposantes, notamment le président angolais, tchadien Idriss Déby, et bien entendu congolais Denis Sassou Nguesso, des personnages dont l'implication dans le conflit n'est pas avérée, mais qui ont, semble-t-il, un poids important pour, sait-on jamais, faire en sorte que, au moins sur le plan politique, les problèmes soient réglés. Justement, ce mini-sommet présente des personnalités africaines qui ont besoin, justement, très rapidement de prendre des décisions pour appuyer la République centrafricaine. Il faut prendre rapidement des décisions, il faut certainement arrêter de tergiverser et il faut aller vraiment droit au but et à l'essentiel, comme on dit. Et ça veut dire affronter carrément, se donner les moyens d'affronter carrément les groupes armés, les rebelles qui ont affiché leur volonté de prendre le pouvoir, donc de déstabiliser encore ce pays. Donc, est-ce que l'on va les laisser faire? Je pense que ce mini-sommet rassemble des personnalités fortes avec derrière elles des pays forts qui ont des moyens, et si ces moyens sont mis ensemble, je pense que il est possible de venir à bout des rebelles en République centrafricaine. Et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, a donné une interview au confrère Jeune Afrique, interview dans laquelle il dit que l'ancien président François Bozizé assumera les conséquences de ses actes. Bon, et ça c'est une situation qui déplaît et qui surprend parce que François Bozizé, tout le monde le sait, est frappé d'un mandat d'arrêt. Il a pu quand même rentrer de son exil et il mène, on va le dire, au grand jour ses activités. Et tout le monde sait ses accointances avec les rebelles, avec les bandes armées, et tout le monde sait aussi ses méthodes. Donc, va-t-on le laisser continuer de faire? Moi, je pense qu'il est temps de prendre vigoureusement en main le destin de la République centrafricaine et de faire face, certainement par des forces militaires, à cette situation. Et puis ensuite, après cela, on pourra aller peut-être à des dialogues politiques. Alors, autre actualité, cette fois en République démocratique du Congo, il s'agit de la destitution du Premier ministre Sylvestre Ilunga, d'abord par, la destitution par les députés qui ont donc voté une motion de censure, puis sa démission qui s'en est suivie, une démission à contre-cœur, ce qui a établi l'inversion du rapport de force en République démocratique du Congo en faveur de Félix Tshisekedi, l'actuel président. Sylvestre Ilunga Ilukamba n'aura donc pas le choix que de présenter sa démission au président Félix Tshisekedi, ainsi que le stipule la Constitution. La loi fondamentale en vigueur en RDC indique que 24 heures après la motion de censure contre le gouvernement, le Premier ministre doit démissionner. Celui qui était considéré comme l'un des derniers remparts de la majorité détenue par Joseph Kabila a été destitué ce mercredi suite au vote d'une motion de censure. Un texte qui avait été au départ signé par 301 députés. Et sur plus de 380 élus présents à la séance, 367 se sont prononcés en faveur de la destitution du Premier ministre. Le scrutin s'est déroulé en l'absence de Sylvestre Ilunga. Ce dernier a dans un courrier considéré la motion de censure contre son gouvernement comme une manœuvre politicienne. S'agit-il d'une manœuvre politicienne? Finalement, Sylvestre Ilunga a rendu le tablier. Est-ce que Josué Blaise Mbongakak est revenu? Vous êtes en ligne?
On a perdu, on espère qu'on va le retrouver. On espère qu'il reviendra. Y a-t-il, Georges Aboké, une volonté de neutraliser Joseph Ilunga, guidé par des ambitions politiques? Mais forcément, c'est clair et net, c'est une démarche qui est engagée. C'est une démarche qui est engagée, s'achever par justement sa démission. Je suis quelque peu surpris qu'il parle de manœuvre politicienne. On est en pleine manœuvre politicienne, justement. Ça a commencé par la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, le renversement. On a renversé la vapeur, on a changé comment on va dire ça, de majorité. Et donc, forcément, il s'attendait à ça. Il devrait s'attendre à ça. Je pense que c'est un barreau d'honneur qu'il a voulu activer. Mais bon, les choses sont en train de se clarifier. On passe d'une ancienne majorité dans laquelle Kabila était fortement représenté à une nouvelle majorité qui doit permettre de faire en sorte que Félix Tshisekedi ait les mains libres. Donc c'est cette manœuvre-là, c'est comment on va dire ça, ce mouvement d'une majorité à une autre qui est en train de s'achever avec la démission de Sylvestre Ilunga, le Premier ministre. Donc il faut s'attendre dans les jours qui arrivent à ce que ce processus s'achève avec la nomination d'un nouveau Premier ministre et la désignation de nouveaux membres du gouvernement. Il est question de faire en sorte que tout ce qui porte la griffe de Kabila soit relégué au second plan désormais. Finalement, Félix Tshisekedi est devenu le véritable maître du jeu. Il semblait pourtant au départ que personne ne vendait cher sa peau, ne voyait en lui ses capacités de rebond. Mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce que contrôler la situation. Il a été élu, comme tout le monde le sait, président de la République démocratique du Congo, mais il ne peut pas diriger ce pays avec une majorité qui ne lui appartient pas et qui ne maîtrise pas. Et donc ils ont fait l'expérience de cette coalition. Il a vu les limites de cette coalition et donc il a décidé de prendre son destin en main en faisant basculer les choses, en faisant en sorte que cette majorité qui ne lui était pas favorable, mais qui avait l'air sur laquelle il avait l'air de s'adosser, eh bien, il a fait en sorte que il y a eu un renversement de situation. Maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et en même temps qu'il le fait, il aura désormais certainement les coups de franche avec sa majorité, mais il aura en face une véritable opposition avec les représentants de Kabila. Une véritable opposition avec les représentants de Kabila. Et il y a la coalition Lamouka qui a volé en éclats. Et d'ailleurs, Martin Fayoulou a rappelé que ses anciens compagnons, donc Jean-Pierre Bemba, entre autres, et Moïse Katumbi, avaient refusé de répondre à ces appels. Aujourd'hui, on parle d'union sacrée. À ces appels pour des discussions. Donc, en fait, il a le perdant dans cette affaire est Martin Fayoulou. Oui, parce que on se rappelle encore à quelques jours de l'élection présidentielle, s'étaient retrouvés tous les leaders de l'opposition de l'époque s'étaient retrouvés en Belgique, je crois, pour constituer une sorte de coalition pour affronter les représentants de Joseph Kabila, mais on a vu dès le lendemain, cette coalition n'a pas fonctionné. Chacun est allé dans son sens et bon, on a vu ce que ça donnait comme résultat. Et aujourd'hui, bon, il est question d'une nouvelle majorité face à une nouvelle opposition constituée des représentants de Kabila. Martin Fayoulou il faut qu'il retrouve ses marques entre ces deux positions, entre ces deux blocs. Oui, mais il retrouver ses marques avec des soutiens en moins, c'est assez difficile, non? Assez difficile, très difficile, et on voit c'est un jeu
C'est des acrobaties que les politiciens congolais ont décidé de faire. Aujourd'hui, on dit qu'on est d'accord, on se met ensemble pour constituer une coalition. Demain, cette coalition vole en éclats, on en constitue une autre, et ainsi de suite. Bon, jusqu'à ce que, on espère, les choses se stabilisent, parce que il faut que cela se stabilise le plus vite possible. Parce que le président congolais, Félix Tshisekedi, a été élu, je pense, sur un programme. Les Congolais attendent beaucoup de leur nouveau président, et donc il est temps qu'ils se mettent au travail et qu'ils en finissent avec les manœuvres politiciennes pour attaquer le développement. Et Félix Tshisekedi, finalement, est loin d'être... un enfant de cœur Non, pas seulement un enfant de cœur, mais loin d'être le piètre politicien. C'est quand même le fils de son père. Que beaucoup pensaient. C'est quand même le fils de son père. Il a dû apprendre beaucoup aux côtés de son père, Étienne Tshisekedi, et donc on a vu comment son père s'est retrouvé dans de nombreuses situations difficiles. Il a dû regarder, observer et tirer des enseignements qu'il met à profit aujourd'hui. En tout cas, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de s'imposer, qui a désormais les coudées franches pour, on l'espère, mener à bien sa politique dans l'intérêt des ressortissants de République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de devenir le président en exercice de l'Union africaine. De l'Union africaine, à partir de la prochaine réunion qui va se tenir par visioconférence, eh bien, Félix Tshisekedi va sortir un peu des réalités congolaises pour faire face aux réalités d'un plus grand ensemble qu'est l'Union africaine. La République démocratique du Congo, pays majeur du continent africain de par la taille de sa population. Mais justement, on attend et de ses ressources. On attend justement que ce pays joue son rôle, que ce pays fasse mentir ce fameux adage qui parle de la malédiction des ressources naturelles. Il faut qu'il montre maintenant qu'avec ce qu'il a dans son sous-sol, le cuivre, le cobalt et tous ces minerais, eh bien, c'est un pays qui a tout pour devenir grand comme sa taille. Très bien, nous voici au Ghana où John Jerry Rawlings a été inhumé mercredi dernier. Il est décédé, on s'en souvient, en novembre 2020. Et Jerry Rawlings a finalement été enterré à Accra, au Ghana, au cimetière militaire de la capitale du pays, après que les notables de sa région natale ont en vain essayé d'obtenir son inhumation. De ce côté-là, une succession, on le verra après, en votre compagnie, Georges Aboké, un héritage politique qui va être lourd à porter. Alors, on voit sur ces images donc les proches, le président Nana Akufo-Addo, le gouvernement. L'hommage, ça c'est lors de la messe qui avait précédé la cérémonie officielle, les hommages du gouvernement avant son inhumation le mercredi. Je crois que nous étions le dimanche à ce moment-là avec... les populations qui également, dans le respect des gestes barrières, ont pu défiler et rendre hommage, dire adieu à Jerry Rawlings. Il se pose, Georges Aboké, aujourd'hui le problème de l'héritage de John Jerry Rawlings. Bon, l'héritage politique. L'héritage, il est là. Je pense que c'est le pays qui profite de ce qu'il
de ce qu'il a mené comme action. Il est le père de la démocratie au Ghana. Il est aussi certainement le père de l'embellie économique que connaît le Ghana, parce que quand on recule de quelques années, on voit un peu comment le Ghana était en difficulté à la fois au plan économique et au plan politique. Et donc Jerry Rawlings, on peut le dire, est venu, il a remis les choses en ordre et il a fait en sorte que le Ghana se retrouve sur les rails. Aujourd'hui, le Ghana fait partie des pays que l'on cite en exemple, les bons élèves en matière d'économie, en matière de croissance économique, en matière de pratique de la démocratie, en matière de gouvernance. Et donc ça, c'est ce que John Jerry Rawlings laisse au Ghana, et pas seulement à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique, et même au monde entier, parce qu'il a montré la voie à suivre. C'est vrai qu'on se souvient de la façon dont il est arrivé au pouvoir, mais quand on regarde les résultats de sa politique, les résultats des actions qu'il a eu à mener, eh bien, on oublie vite certains aspects de cette arrivée au pouvoir. Et lui-même, il a expérimenté la démocratie, il s'est soumis à cela, il a été élu. Et donc, il a montré la voie et il était un peu comme la boussole au niveau du Ghana, consulté par les uns et les autres, et il n'a jamais voulu imposer son parti, ni le candidat issu de son parti, ni même son épouse, qui est elle aussi très engagée dans la politique. Il a laissé le jeu démocratique se dérouler. Et je crois qu'aujourd'hui, certes, cela a besoin d'être consolidé, mais on peut dire que le Ghana est sur la bonne voie. Le Ghana est sur la bonne voie. On a vu lors de la dernière élection présidentielle, comme dans toutes les démocraties, que la démocratie au Ghana aussi est fragile, oui, comme aux États-Unis, comme ailleurs. Il y a toujours des incidents, il y a toujours de temps en temps des œufs chauffourés, mais dès l'instant où les institutions sont solides et que les acteurs politiques décident de jouer le jeu politique en tenant compte des barrières que constituent les articles de la Constitution, les différentes lois, eh bien, on peut, c'est vrai, on peut dénombrer ici et là quelques situations difficiles, mais ça ne va pas plus loin que cela. Au Ghana, il y a eu, c'est vrai, quelques situations difficiles pendant cette élection présidentielle, mais grosso modo, eh bien, ce pays est retombé sur ses deux pieds. Le Ghana, vous le soulignez tantôt, qui est cité en exemple, même si on a noté quelques mauvais points pendant cette élection présidentielle avec 5 morts officiellement, mais le Ghana a quand même fait bloc pour les obsèques de Jerry Rawlings, c'est malgré ces divisions, ou bien malgré les tensions entre l'ex-président John Dramani Mahama, entre l'ancien président John Dramani Mahama et Nana Akufo-Addo par rapport aux résultats de la dernière élection présidentielle, eh bien on a sauvé des apparences. Oui, l'intérêt supérieur du pays a été sauvegardé, a prévalu. Et donc, John Dramani Mahama reste amer parce qu'il a relevé, selon lui, des irrégularités. Mais, grosso modo, on s'en tient aux résultats qui ont été annoncés et ça n'a pas créé une crise post-électorale comme on l'a vu, comme on l'a constaté un peu partout dans certains pays africains. Nous voici au Mali pour la suite avec la dissolution du CNSP, la dissolution du conseil militaire qui avait été mis en place au lendemain du putsch au cours duquel avait été renversé l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. La dissolution du Conseil national de transition au Mali était exigée par la CEDEAO. Les chefs d'État de la CEDEAO ont, lors d'une visioconférence organisée samedi,
martelé qu'il fallait impérativement que le CNT soit dissous pour permettre à la transition de suivre son cours. Précisons que le Comité national pour le salut du peuple est l'institution politico-militaire qui avait été mise en place au lendemain du coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les acteurs politiques maliens également exigeaient la dissolution du CNT. Pour eux, il fallait impérativement dissoudre le CNSP qui regroupe certains cadres de l'armée aux fins de mutualiser les ressources et les énergies pour l'objectif commun qui est de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire malien dont plusieurs parties aujourd'hui restent contrôlées par les djihadistes. Et ces acteurs politiques ont ajouté que pour en arriver à une paix durable au Mali, il faut urgemment démanteler les plateformes constituées de plusieurs groupes armés, que ce soit dans la région de Kidal ou ailleurs. Josué Blaise Mbangakak, vous êtes de retour. On a passé tout à l'heure en revue quelques situations déjà, notamment en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Ghana avec récemment les obsèques de John Jerry Rawlings. Nous sommes présentement sur le cas malien avec la dissolution du CNSP, le conseil militaire qui avait été mis en place après que Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé. La dissolution de ce conseil militaire est un pas en avant, pensez-vous, même si c'est une décision qui était exigée par la CEDEAO. Oui, déjà, je m'excuse pour les incidents techniques qu'on a eus involontairement de ma personne. Non, je veux dire que pour le camp malien, c'est un peu différent. D'abord, le camp malien, c'est une armée régulière et qui a une branche politique dont la dissolution, en réalité, ne vient pas régler le problème. Le problème, c'est clair. C'est-à-dire on doit composer avec ce Conseil national militaire qui est fait quand même ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure en Centrafrique, où c'est une bande armée qui vient en réalité faire le one-man show. Au Mali, ce sont des officiers supérieurs qui ont eu des trajectoires académiques, militaro-académiques respectables ici et par ailleurs, et qui ont, à un moment donné, mesuré le rapport de force qui, à ces jours-là, reste totalement favorable. Donc, aucune autre structure ne peut venir substituer à cette structure militaro-politique, là maintenant. Si vous pensez dissoudre le Conseil national de transition par un décret inter-État au niveau de la CEDEAO en pensant à régler le problème, ça ne peut faire que rigoler. Moi, je pense qu'il faut les laisser sur place, ouvrir les issues des dialogues, et parce que le rapport de force les est totalement favorable. L'image que je prends ici, une sorte pour qu'on retienne, c'est comme si vous déchirez l'acte de naissance, vous maintenez le bébé. Entre le bébé et l'acte de naissance, qu'est-ce qui est plus important? Je crois que les deux, il y a la légalité et la légitimité. L'organe de transition, vous voyez bien que dans l'effectivité du pouvoir, parce qu'il y a une chose, le pouvoir et l'effectivité du pouvoir. Au Mali, qui a l'effectivité du pouvoir? C'est cet organe de transition. Et leur délai est de 18 mois, il faut laisser jusqu'au bout, parce que pour l'instant, personne ne peut venir faire quoi que ce soit sans ces structures. Donc moi, je pense que les chefs de l'État de la CEDEAO n'ont pas mesuré le rapport de force sur le terrain avant de prendre cette décision. D'abord, des Gaïnois à Tombouctou, je vais dire de Tombouctou en passant par Kaï, quelles que soient les villes ou bien beaucoup plus au nord là-bas, il n'y a que l'armée qui peut faire ce qu'elle peut faire et en même temps mettre tout le monde... pas militaire, mais justement, Josué Blaise Mbangakak, resté en notre compagnie, Georges Aboké, le problème c'est que l'armée n'est pas parvenue à ramener la sécurité au centre et au nord du pays. L'armée n'a pas le contrôle. Bon, avant même que ce soit un problème de sécurité, de terroristes et tout, c'est un problème de l'égalité du pouvoir. On sait que les militaires ont mis fin
au régime de Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, se sont installés, mais ils sont, aujourd'hui c'est une question de forme. C'est vrai que dans le fond, comme dit notre ami Josué, dans le fond, les militaires sont bel et bien présents, on a même l'impression qu'ils n'ont pas bougé. Mais dans la forme, il faut faire en sorte que cette transition n'est pas seulement une couleur militaire. Il faut que les 18 mois de transition qui ont été annoncés puissent déboucher sur des élections, sur un régime civil qui va être mis en place. Mais il ne faut pas que, et la CEDEAO surveille cela de très près, il ne faut pas que l'on assiste à la mise en place d'un régime militaire, même si les militaires sont un peu partout dans les plus grandes instances de ce conseil de transition. Josué Blaise Mbangaka, qu'y a-t-il une personnalité civile politique depuis la disparition d'Ibrahim Boubacar, de Soumaïla Cissé, qui était chef de file de l'opposition, que vous voyez s'imposer lorsqu'on arrivera au bout de cette transition militaire, notamment à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon, où ça vous paraît difficile de détecter un profil? Oui, disons que ce n'est pas les profils qui manquent. Lorsqu'on regarde des gens comme le scientifique Cheikh Modibo qui était déjà, peut-être on peut dire que Cheikh Modibo était arrivé un peu en avant. Aujourd'hui, il est un peu quelqu'un qui aurait pu apporter un peu plus une vision beaucoup plus scientifique et avec ses entrées ici et là dans le monde pour apporter. Parce qu'aujourd'hui, le cartel administrativo-politique qui est au Mali, on a l'impression qu'on peut reprendre une émission qui fait couler beaucoup de salive en France. On a tout essayé. On a l'impression que ceux qui sont civils, là, entre guillemets, on a tout essayé. Donc aujourd'hui, vous avez des gens comme l'ancien patron de l'ONU-SIDA, Sidibé. Michel Sidibé. Pardon? Michel Sidibé? Oui, Michel Sidibé, qui sont quand même des personnalités d'envergure, solide carnet d'adresses, parfaite maîtrise des dossiers, une bonne lecture des enjeux nationaux et internationaux, ou bien avec des gens comme Cheikh Modibo. Il y a quand même des figures, et en même temps aujourd'hui, cette armée, il faut déjà, parce que le vrai problème de l'armée dans beaucoup de pays africains, c'est la professionnalisation des armées, les remettre au goût du jour et les remettre pratiquement à la capacité. Parce que Thomas Sankara, pour qui j'ai de l'estime religieuse et sans limite et sans borne, me disait, des militaires sans culture générale ne sont que des machines à tuer. Donc il faut remettre au goût du jour un certain nombre d'outillages qui permettent aussi à l'armée de décrypter des faits sociopolitiques et d'accompagner la partie civile. Parce que le Mali, c'est un pays complexe, comme beaucoup de pays dans cette zone. Et dans la zone, comme on peut appeler le triangle Sénéfo. Tous ces triangles Sénéfo aujourd'hui, c'est des gens qui ont une interconnexion. Donc ce n'est pas avec une baguette magique qu'on viendra, ce n'est pas de la prestigitation, qu'on a un mouchoir et le lendemain, 30 secondes après, on a un lapin. Il faut poser la balle à terre, comme on dit dans le domaine du football pendant qu'on est encore à la chaîne au Cameroun, et regarder le rapport de force en face, tenir compte des personnalités par rapport à votre question, des gens comme Michel Sidibé, qui sont courtois, polis, susceptibles d'apporter un peu une autre vision, et avec soit Modibo. Malheureusement, Cheikh Modibo est arrivé un peu en avant. C'est maintenant le moment où il aurait pu être un peu plus utile. Parce que tout le cartel, je m'excuse, j'ai un peu le cafard, un cafard à la gorge. Pardon. Alors, tout ce qu'il y a là maintenant, c'est un personnel politique. On a tout essayé. On a tout essayé. D'abord, si vous prenez chacune de ces figures, vous collerez toujours ancien ministre, ancien premier ministre. Ancien ministre, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un handicap. Mais au jour d'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des gens comme Sidibé. Je ne prêche pas spécialement pour lui, mais les gens qui ont ces profils-là, qui sont capables de venir avec du souffle nouveau, du sang nouveau, et qui ont connu quelques années sabbatiques, et qui ont quand même une autre lecture. Mais est-ce que, Josué Blaise Mbangaka,
Mais est-ce que ce n'est pas... de la lecture de Dioliba. Oui, Josué Blaise Mbangaka, avant d'en venir à Georges Aboké, est-ce que ce n'est pas une erreur de casting que de se fier à ces Africains de la diaspora qui ont longtemps été en Europe, etc., qui ne sont pas forcément au parfum du fonctionnement de l'administration à l'intérieur du pays ou bien des réalités, et qui finissent par se casser la gueule parce que ne pouvant finalement pas s'adapter et faire preuve de résilience pour conduire les responsabilités qui leur sont confiées. C'est assez bizarre, Aziz, que ce qui est valable en football ne le soit pas ailleurs. Toutes les équipes africaines aujourd'hui sont, lorsque ce n'est pas au 100%, c'est aux 3/4 des doubles nationalités des gens issus de l'Europe, qui généralement, à un moment au Cameroun, on les reprochait de ne pas savoir chanter l'hymne national, mais tout au moins ils apportaient les victoires. À un moment aujourd'hui, l'univers est un et unique. C'est pas parce qu'on est à Tokyo, à Johannesburg, la preuve, je suis à Yaoundé, j'ai fait une émission totalement en direct sur Libreville. Je n'ai pas besoin d'être à Libreville pour connaître la température qui se passe à Franceville, à Mwanda ou à Bitam, ou bien au bord, je ne sais pas, Franceville. Donc aujourd'hui, on a envie de quoi? De personnel susceptible de comprendre les enjeux. Et puis en même temps, aujourd'hui, il faut aller lever les fonds. Il y a des fundraising à aller faire. Ce n'est pas la même chose que mon cher frère Georges Aboké, ancien directeur général de la RTI, ou bien Martha, ou bien prenons un journaliste quelconque, c'est pas la même chose que Martha Silla s'en va lever un fonds à l'URNA ou à une autre structure où vous prenez un homme donc, qui n'a que la volonté, mais dont les entrées sont obtues. Donc soyons clairs, ces rejets des Africains, des nationaux de la diaspora, revient petit à petit comme une sorte de rengaine, mais qui en réalité c'est un pétard mouillé. Faisons confiance à ceux qui sont susceptibles de pouvoir le faire. Il faut leur faire confiance, mais ils doivent quand même s'adapter aux réalités du pays. Parce qu'on a relevé beaucoup. Dis-moi un peu, Georges, oui. Qu'est-ce qui serait inadapté à eux? Ce n'est quand même pas un outil où il faut un mot de passe. Le mot de mais Georges Aboké, il aurait reproché justement de ne pas connaître les réalités de leur pays. Je pense que l'on va aller à un bon mix. Un mix entre les locaux et les membres de la diaspora. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque pays africain a des fortes têtes, a des fortes personnalités hors d'Afrique, et puis sans forcément négliger ce que l'on a comme ressources humaines importantes au plan local. Et je pense que le Mali va aller à un bon mix entre des personnalités de la diaspora et des personnalités au plan local. Mais une chose est sûre, c'est que la transition va servir à mettre en place une sorte de listing des attentes des populations maliennes, et celui qui va décrocher le poste de président aura décroché en quelque sorte un contrat d'objectif, parce que cela veut dire qu'on lui indique bien ce qu'il devra avoir comme résultat. Donc moi, sur ce plan-là, je suis assez tranquille. Je sais que le Mali regorge de nombreuses ressources, tant locales que dans la diaspora. Et tout à l'heure, Josué Blaise parlait de Mohamed, comment on dit ça? De Michel Sidibé. De Michel Sidibé, mais aussi du scientifique de la NASA. Modibo Diarra. Modibo Diarra. Bon, voici des personnalités qui vont forcément peser d'une façon ou d'une autre dans le devenir du Mali. Moi, sur ce plan, je suis plutôt serein. Je souhaite simplement que la transition se déroule de la meilleure des façons et qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce que souvent, l'on voit, quand les militaires sont aux commandes, eh bien, des fois, ils ont du mal à dialoguer parce que eux, ils veulent donner des ordres et ils souhaitent que les ordres soient exécutés. Alors que sur le plan politique, ce n'est pas comme ça. Alors, la situation au Mali est bien entendu à suivre. Les développements au Mali intéressent. Excuse-moi un peu, Georges. Oui. Je voulais, avant que tu ne conclues, oui. je voulais te dire que
s'il y a une diaspora qui est tout le temps en mouvement en envoyant les fonds au pays, c'est la diaspora malienne. Oui. Alors, c'est bizarre que quand il faut envoyer les fonds, ils ne se trompent pas des réalités. Maintenant, quand il faut avoir oui, il y a la diaspora malienne et aussi d'autres diasporas, la diaspora sénégalaise et bien d'autres qui sont dynamiques vu le gros investissement qui est fait dans leurs pays respectifs. Voilà. Nous arrivons pour cette fois en Algérie avec le procès d'anciens ministres du régime d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président. Ils avaient été arrêtés pour des faits de corruption et il y a eu des révélations qui ont choqué l'opinion. Certains avaient en tout cas thésaurisé des biens et de l'argent qui appartenaient aux populations, à l'État, et c'est bien triste. Le sort d'Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal a été scellé ce jeudi 28 janvier par un tribunal d'Alger. Les deux anciens premiers ministres seraient, selon des sources judiciaires, impliqués dans un scandale de corruption et subiraient les revers du népotisme rayant sous l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Comme au premier procès, les peines sont lourdes. Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal ont été respectivement condamnés à 15 et à 12 ans d'emprisonnement. Ce jugement confirme les peines qui avaient été prononcées lors du premier procès en décembre 2019 à l'encontre des deux anciens chefs de gouvernement. Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal étaient poursuivis dans le cadre d'une affaire de corruption et de népotisme dans le secteur du montage automobile et du financement occulte de la campagne électorale d'Abdelaziz Bouteflika en 2019. Ce nouveau procès s'était ouvert le 9 janvier après l'acceptation par la Cour suprême algérienne d'un pourvoi en cassation de la défense. Il concernait au total une quinzaine de personnalités. Anciens ministres, puissants magnats et hauts fonctionnaires poursuivis aux côtés de deux ex-dirigeants de l'ère Bouteflika. Parmi eux figurait l'ancien patron des patrons algériens, Ali Haddad, qui lui a vu sa peine réduite de 7 à 4 ans de prison. Deux autres hommes d'affaires, Ahmed Mazouz et Hassen Arbaoui, propriétaires d'usines de montage de véhicules, ont également écopé d'une condamnation à 4 ans de prison. Ce scandale automobile a entraîné une perte pour le trésor public estimée à plus de 128 milliards de dinars, selon des chiffres officiels. Josué Blaise Mbanga Kak, la situation de l'Algérie interpelle. Ces deux anciens ministres qui ont maille à partir avec la justice et qui ont été condamnés, deux anciens premiers ministres. Il y a de nombreux pays où ce n'est pas le cas parce que ces personnalités ne sont pas inquiétées. L'Algérie va servir de modèle. Disons qu'en réalité, je me méfie toujours de ces genres d'opérations de séduction à la communauté internationale qui semblent souvent séduire la population, mais qui en réalité ne règlent aucun problème. D'abord, c'est des grandes figures de la scène politique et économique du pays qui ont eu à investir d'une façon ou d'une autre dans des différents secteurs. Et à mon avis, en pareil cas, est-ce que parfois ça ne ressemble pas à une sorte de chasse aux sorcières? Ah non, mais la justice a produit des éléments, a produit des éléments qui indiquent, et il y a eu des aveux, bien sûr, de ces anciens premiers ministres, notamment d'Abdelmalek Sellal, sur des lingots d'or qui ont été d'abord gardés et vendus. Je ne suis pas en train de, si vous voulez, blanchir et passer l'éponge sur les exactions. Je ne serai jamais en accord avec les indélicatesses financières, au contraire. Mais je dis, en pareil cas, ça donne souvent des allures de chasse aux sorcières. Ce qui me paraît être judicieux. Le Cameroun, ça peut être peut-être chauvin ou ramené sous le nombril. Je pense que créer une sorte de tribunal criminel spécial qui peut avoir avec des conséquences sur le rapatriement des fonds et restitution des fonds au niveau du trésor public, me semble plus efficiente que les privations de liberté et autres, qui relèvent souvent plus de la séduction à la communauté internationale qu'à régler les vrais problèmes. Et en même temps, comme disait un chef d'État en France, le général de Gaulle, tant que le canard enchaîné n'a pas piqué 1 ou 2, 3, nous sommes supposés être innocents. Mais à l'époque, et quand on regarde la plupart de nos républiques,
qui peut lever le doigt? Moi, je suis un chrétien, comme Jésus disait, qui n'a pas péché, qui lève le doigt. Donc, en réalité, ce genre d'opération, c'est beaucoup plus des opérations de charme vis-à-vis de la communauté internationale. Parce que ce qui s'est passé dans les pays dits du Maghreb jusqu'au Soudan, ce n'est pas des révolutions, c'est des évolutions. La révolution a ceci de systématique, c'est que c'est un changement radical du système, à la fois du personnel politique, donc forcément d'atomiser la caste qui a eu des pays. Or, en Algérie, il y a eu une révolution manquée, en guillemets, révolution manquée. Donc, généralement, dans les révolutions manquées, on a plus de chasse aux sorcières que une sorte de dépoussièrement de l'ensemble des us et coutumes qui ont précédé avant l'arrivée des masses populaires à la tête des nouveaux Mayens. Donc, à mon avis, c'est des opérations plus de séduction et de marketing politique. Josué Blaise Mbangakak, Georges Aboké parle de révolution manquée, c'est peut-être parce qu'on retrouve, en ce qui concerne le personnel politique, les mêmes personnalités qui reviennent. Il n'y a pas eu ce renouvellement, donc je suis d'accord avec Josué Blaise, surtout que tous ceux à qui l'on devait demander des comptes n'ont pas été interpellés. Donc il y a encore toute une foule d'anciens dirigeants qui sont là, des fois même qui sont encore aux affaires, et donc c'est pour cela que ça ressemble à une chasse aux sorcières. Et nous allons boucler avec le Gabon qui a par ailleurs annoncé la fermeture de ses frontières terrestres en raison de la hausse des cas de Covid-19 depuis samedi à 18h. L'annonce a été faite à la télévision publique hier soir par l'un des secrétaires généraux du ministère de la Défense. Il y a eu quelques jours avant l'interdiction des contrôles routiers par les forces de police nationale, une interdiction jusqu'à nouvel ordre en raison de nombreuses récriminations liées à des cas d'abus, à des cas de racket. On va revenir sur le sujet pour en discuter après. La note interdisant les contrôles routiers jusqu'à nouvel ordre est arrivée à point nommé, a commenté un chauffeur de taxi, disant être excédé par le comportement de certains agents indélicats. La décision prise par la préfecture de police de Libreville, la capitale gabonaise, fait suite, à en croire de nombreuses sources, aux multiples dénonciations de cas de racket impliquant des agents des forces de police nationales. Tout policier pris en flagrant délit de contrôle sera immédiatement présenté devant un conseil extraordinaire qui statuera de sa révocation, a indiqué le communiqué signé du directeur de la voie publique, le commandant Nestor Ngoyabi. Si cette décision est saluée par nombre de personnes, entre autres sur la toile, elle est considérée par beaucoup d'autres comme une fausse solution. Rappelons que 2 policiers ont été radiés des effectifs mi-janvier pour avoir perdu leurs armes de service. L'interdiction de contrôle routier jusqu'à nouvel ordre va permettre aux chauffeurs de taxi de souffler. De souffler, de respirer un peu, mais on dit jusqu'à nouvel ordre. Ok, jusqu'à nouvel ordre, le temps, je pense, de régler un certain nombre de problèmes. Parce que si j'ai bonne mémoire, il y a quelques semaines, pour ne pas dire environ 1 mois et demi ou 2 mois, il avait été question, après les fêtes, de passer à des contrôles stricts des documents concernant les véhicules au Gabon. Alors donc, voici une décision qui vient contrebalancer ce qui avait été dit il y a quelques semaines. Alors, cela veut dire qu'il y a un problème, et ce problème-là, bon, on espère, va trouver solution au niveau de la façon dont les contrôles sont organisés par les forces de police. C'est difficile et c'est un phénomène, c'est une difficulté qu'on retrouve un peu partout dans les pays africains. Le Gabon donc marque le coup, demande qu'il n'y ait plus de contrôle pendant un moment, certainement le temps de bien apprécier la situation et de prendre des mesures définitives. Josué Blaise Mbangakak,
ça interpelle sur justement les procédures de recrutement. Normalement, lorsqu'il y a eu de bonnes enquêtes de moralité, on ne devrait pas avoir autant de policiers ripoux. Déjà, généralement, oui. Généralement, est-ce que ça passe? Oui, nous vous entendons. Généralement, lorsque l'on dit dans nos pays jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du système, on sent que si on maintenait la mayonnaise, le jeu, ça allait plutôt créer le désordre. Donc, généralement, quand on retire ces genres d'actes, beaucoup plus, parce que le pouvoir a l'impression quand même, c'est maintenu, ça peut plutôt renverser le pouvoir, parce que c'est les gens des petits métiers. Le tout n'est pas de faire de l'enquête de moralité à l'entrée. Dans nos pays africains, généralement, et même ailleurs, puisque la corruption est dans le dictionnaire, et ce n'est pas nous qui avons créé le dictionnaire, donc ça veut dire que c'est un fait qui existe ici. Le vrai problème d'astiquer un système, c'est de ne pas prendre un volet, penser le nettoyer, alors que l'ensemble de tout le système est gangréné. Parce que pour pouvoir essayer d'astiquer totalement tout un système, il faut faire un nettoyage complètement qui ressemble à un coup de fouet mécanique. Faute de quoi, ce ne serait que des réformettes et du bavardage gratuit et inutile en réalité. C'est bien noté, Josué Blaise Mbangakak, et nous allons sur ce sujet mettre un terme à cette émission. Merci d'avoir été en notre compagnie. Nous aurons l'occasion de parler du Grand Prix Patrice Séméry Lumumba de l'UJPLA, l'Union des journalistes pour la presse libre africaine, lors d'un autre rendez-vous. Georges Aboké, merci également. Et nous dirigerons dans un autre pays ce soir, parce qu'on rappelle que nous avons tous les dimanches un journal thématique, un journal pays. Alors je profite de la fin de cette émission pour dire merci à Josué Blaise pour sa participation à cette émission. On espère qu'on l'aura à d'autres occasions et qu'on aura d'autres journalistes de l'Union de la presse libre africaine à certaines de nos émissions, et c'est de cette façon, je crois, qu'on pourra régler un certain nombre de problèmes. En tout cas, ce soir, nous irons au Malawi. Très bien, c'est noté, rendez-vous au Malawi. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine Label Radio et Télévision émettant de Libreville au Gabon. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision.